Bonjour Sophie Touzé. Bonjour. Vous êtes ingénieure de recherche à Vétagro Sup à Lyon. C'est quoi Vétagro Sup? Donc Vétagro Sup, c'est la fusion de deux écoles, l'École nationale vétérinaire de Lyon et l'École d'agriculture de Clermont-Ferrand. Et depuis quand elles sont Il y a 3 ans. 3 ans. Bon, vous êtes responsable du e-learning et de l'ingénierie pédagogique dans cette école. En quoi ça consiste exactement votre mission? Donc, ma mission, c'est d'inciter les enseignants à publier et à produire des ressources en ligne et à moderniser l'enseignement. Donc je comprends pourquoi vous intervenez aux Journées du e-learning à Lyon, mais vous êtes intervenu dans une conférence intitulée Open Education, Utopie ou Business Model. Mais c'est quoi l'Open Education? Alors l'Open Education, c'est un sujet qui est peu connu en France et qui a pour vocation, c'est un mouvement en fait qui a pour vocation de publier des ressources éducatives libres et accessibles à tous. Alors, libre, ça veut dire quoi, libre? Ça veut dire qu'ils ont une licence qui permet à tout un chacun de réutiliser ces ressources, de les remixer, de les... libre de droit. Libre de droit, c'est ça. C'est les licences Creative Commons. D'accord. Et pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'Open Education? Alors moi, je me suis intéressée à l'Open Education parce que j'ai assisté à une conférence dans un bâtiment à côté, le Lyon 2, sur les licences en fait, éducatives, qui était organisée par le MIT et l'Université Lyon 2. Oui. Et parmi toutes ces conférences très scientifiques, très pointues, il y avait un monsieur du MIT, Vijay Kumar, qui a fait une présentation sur l'Open Education. Qui était inconnu, je suppose, des personnes qui étaient là et qui écoutaient sa conférence, non? Alors, Vijay Kumar était très connu puisque c'est le VPTIS du MIT. Par contre, son sujet était complètement en dehors de l'esprit, on va dire, de la conférence. Et donc ça a résonné très fort en moi l'idée d'ouvrir l'éducation. Il a publié un livre qui s'appelle Open Up Education. Et c'est surtout quand j'ai vu que sur la carte des membres participants à ce mouvement, la France était complètement absente. Mais la France était absente peut-être, mais le nombre de pays qui y participent est important? Alors le nombre aujourd'hui est très important puisqu'il y a quand même, alors pays, il y en a 51, donc tous les continents sont représentés. Et en nombre d'universités, ça représente 270 universités. Et en Europe, d'autres pays sont présents, je suppose. Alors en Europe, d'autres pays sont présents. Il y a surtout l'Angleterre, oui, qui est très présente et qui a eu une historique aussi importante sur le sujet. L'Espagne est très présente. Les grands absents sont l'Allemagne et l'Italie. En France, on a 3 universités aujourd'hui qui participent au mouvement. Alors ces 3 universités, on peut les citer? Alors on peut les citer. Il y a la première, c'est Paris Tech, oui, qui a publié depuis quelques années des cours. Il y a l'école de sciences, dans l'école de management de Grenoble, oui, et puis l'université de Lyon depuis 3 ans. Bon, alors vous jouez quel rôle dans cette affaire? Alors moi, mon rôle, en fait, quand j'ai vu que la France n'était pas présente, je me suis dit, voilà, je vais mettre mon enthousiasme et mes compétences au service de cette cause qui me paraît importante au Pays des Lumières. Je trouvais ça étonnant qu'on ne soit pas présent dans ce mouvement qui est très important. Et donc, je me suis impliquée au niveau international, donc au niveau du consortium, puisqu'il y a un consortium maintenant qui a été créé depuis 4 ans. Je me suis impliquée dans les comités d'accueil et puis le comité de validation et des awards aussi. Donc ça, c'est au niveau international. Au niveau européen, il y a un projet qui a eu lieu, enfin qui a commencé l'an passé avec 5 universités dont Vétagro Sup et qui a pour objet de créer en fait un mouvement au niveau de l'Europe, puisque l'Europe est quand même la grande absence avec seulement 40 universités sur les 270. Et puis, très récemment, là, dans l'actualité, l'UNESCO me demande avec François Bocquet de rédiger un rapport sur l'état de l'art de l'Open Education en France. Voilà, donc je suis bien impliquée dans le mouvement. Et là, vous êtes en train de rédiger ce rapport, voilà, si je comprends bien. Alors, vous avez intitulé votre conférence « Utopie » oui, ou « Business Model ». C'est une utopie? Alors, au départ, on trouvait beaucoup de gens qui venaient à l'Open Education pour le côté philanthrope, on va dire. Et depuis quelques années, on voit au contraire des gens qui viennent plus pour la raison et on s'aperçoit que le modèle, au bout de 10 ans, a fait ses preuves en termes de réduction de coûts de l'éducation et également en augmentation de la qualité. Alors, réduction des coûts, ça signifie que ça peut être un business model,
mais avec des coûts réduits. Avec des coûts réduits. Et pourquoi il y a des coûts réduits? Alors les coûts sont réduits parce qu'une fois que vous avez créé les ressources, vous n'avez pas à les recréer un nombre de fois. Les livres, les textbooks sont beaucoup moins chers quand ils sont en ligne. Et puis l'enseignant, quand il va utiliser les ressources éducatives, parce que c'est bien là l'objet, hein, c'est pas simplement nous de publier et de donner, on va dire, aux pays émergents notre savoir, c'est au contraire d'utiliser toutes ces ressources qui existent déjà et qui ont avec certaines qui sont vraiment d'une grande qualité, qui sont toutes de grande qualité, mais certaines vraiment intéressantes, et de pouvoir les réutiliser dans nos cours. Et donc de passer plus de temps, et c'est ce qui a été signalé par les étudiants qui appartiennent à ces universités, c'est que les enseignants sont moins concentrés sur la création de leur support pédagogique, leur PowerPoint sur lequel on passe un temps fou, et au contraire, ils vont se tourner vers l'étudiant et lui apporter en fait un accompagnement à son apprentissage. Donc c'est un vrai changement de paradigme. Et les réticences proviennent de quoi, selon vous, sans jugement de valeur, je dirais? Sans jugement de valeur, c'est l'inconnu, c'est la peur. Alors après, il y a la peur à tous les niveaux. Il y a la peur... Quand le MIT a commencé, c'était il y a 10 ans, c'était une vraiment révolution. Qu'une grande université mettre à disposition de tous ses cours en ligne, ça paraissait complètement utopiste. Aujourd'hui, voilà, le MIT a fait ses preuves et toutes les universités qui ont suivi. Bon, alors... vous êtes impliqué, vous êtes présente ici à Lyon, aux Journées du e-learning, vous avez exposé, nous vous donnons la parole sur Educavox. Que faut-il faire? Alors ce qu'il faut faire, c'est à plusieurs niveaux. En fait, il faut au niveau des gouvernements, il faut qu'on sensibilise le gouvernement à ce mouvement. Quand vous dites le gouvernement, ça signifie que le ministère de l'Enseignement supérieur n'y a pas été sensible jusqu'à maintenant? Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur, ça fait un an pour lequel on travaille avec le ministère pour pouvoir, avec la MINES, pour pouvoir avancer dans ce sujet. Donc ça avance. Donc ça avance. Et logiquement, les UNT devraient être les premières concernées par l'adhésion au consortium d'OpenCourseWare. Donc ça c'est en cours. Par contre au niveau de l'enseignement secondaire, donc au niveau du ministère de l'Éducation... L'école nationale, rien pour le moment. Rien pour le moment. Mais dites-moi, vous avez parlé de l'UNESCO. Pourquoi l'UNESCO? Oui. Alors l'UNESCO, c'est en fait, donc il y a deux grands mouvements dans l'Open Education qui ont été l'OpenCourseWare, donc a été mené par les États-Unis avec le MIT, et puis en Angleterre, il y a eu un mouvement qu'on appelle les ressources éducatives libres, ou en anglais les OER, Open Education Resources. Et ce mouvement a eu la bonne idée de s'appuyer sur des institutions gouvernementales ou intergouvernementales comme le Commonwealth et l'UNESCO, et de demander, en fait, d'interpeller les gouvernements sur l'utilisation de ces ressources libres. Et la semaine dernière vient d'être signée, puisqu'il y a eu une conférence à l'UNESCO la semaine dernière sur la question des ressources libres, donc on appelle les REL en France. Et on a fait adopter un papier sur l'adhésion des gouvernements à le mouvement d'Open Education, à la sensibilisation. Bon, donc en clair, que vous attendez, et ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est la signature par le gouvernement de la République française d'une adhésion à ce consortium. Alors pas au consortium. Oui, l'adhésion au moins au principe. Alors au principe et la signature de ce papier, je sais pas si vous... Alors oui, il faudrait peut-être que vous nous disiez en quoi ça consiste. Alors c'est une déclaration de Paris des REL en 2012. Alors elle rappelle, je lis le texte un tout petit peu, la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que toute personne a droit à l'éducation. Bon, d'accord, ça ce sont les attendus, mais on ne va pas regarder dire tout le document, mais quels sont les points essentiels de ce document? Alors le point essentiel en fait, c'est qu'il recommande au gouvernement, aux États, de faire adopter par tous les systèmes l'adoption de ces ressources libres. Voilà, comme modèle éducatif, et notamment un point très important qui est que toutes les ressources qui sont créées avec des fonds publics soient mises en ressources libres. En clair, fonds publics, ressources libres, et on adhère au fait qu'on favorisera, on diffusera ces ressources libres au niveau de l'enseignement secondaire, puisque c'est au niveau de l'enseignement supérieur, c'est en cours, si j'ai bien compris. Voilà. C'est ça. Par contre, on ne peut pas s'arrêter au niveau des ministères, évidemment, il faut aussi aller au niveau des enseignants.
donc, Bien sûr. du supérieur et aussi du secondaire, pour les sensibiliser, justement parce que c'est un nouveau mode d'éducation, en fait, de penser, d'enseigner avec ces ressources Au niveau du oui. Et aussi au niveau des étudiants. Bien sûr. Bon, ouais. Au niveau de l'éducation nationale, certes, je pense que le cabinet du ministre et le ministre en lui-même devraient être intéressés, mais je pense que la direction générale de l'enseignement scolaire, dans la DGESCO, qui suit l'ensemble de toutes les opérations numériques dans les lycées et collèges de France et de Navarre, devrait au moins être intéressée. Donc je pense il serait bon qu'il soit destinataire de ce document. Mais prenons... Oui, pardon. Ouais, pour signaler quand même un élément qui est assez symptomatique, c'est qu'il y a une conférence qui a lieu tous les ans sur le concept de l'open education, et puis il y a des conférences aussi qui sont thématiques, et généralement, il n'est pas rare de croiser des ministres de l'éducation, de croiser des ministres de l'Intérieur, de croiser même des présidents, et en France, en fait, je suis en général toute seule. Donc, vous êtes un ministre. Donc je ne suis pas ministre, je ne suis même pas mandatée en fait, à part j'ai un ordre de mission de mon directeur d'établissement qui m'autorise à y aller. Bon, mais donc il faut au moins en parler pour que les autorités administratives et politiques françaises soient sensibilisées. Alors on va prendre une hypothèse. Et si la France n'y était pas présente, si ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas en entendre parler, on est absent. Alors, ça serait un mauvais calcul, je vais dire, c'est mon opinion personnelle évidemment, ça serait un mauvais calcul à la fois sur le côté du cœur, du cœur, puisque on est quand même le pays des droits de l'homme, et ça serait dommage de ne pas être présente dans ce mouvement. Et puis sur le côté de la raison, avec justement ce nouveau concept de business model qui est réellement important pour réduire les coûts et pour faire face aux challenges que l'université aujourd'hui a, notamment en cette période de crise. Et la deuxième raison, c'est que ce business model des universités qui ont eu l'audace en fait, de se mettre à aller vers le système de l'open education a fait ses preuves. Et aujourd'hui, en plus, on a un tout petit mouvement émergent qui est très intéressant, qui est l'association d'entreprises autour de ce concept de l'open education. D'entreprises. Alors, il y a des entreprises qui, par exemple, pour prendre un exemple simple, c'est une entreprise de ressources humaines qui veut aider les personnes à valider leur acquis, à faire de la VAE. Et donc, elle leur propose, parallèlement à quelque chose qui est payant, de faire un bilan, elle leur propose d'aller compléter leur manque en fait en leur proposant un parcours sur l'open education. Voilà. Donc les entreprises utilisent l'open education alors que l'éducation nationale en France ne l'utilise pas. Voilà. En résumé. Donc c'est des entreprises à l'étranger pour l'instant. Mais il y a aussi au niveau des éditeurs aussi, parce qu'il y a eu vraiment la grande question des éditeurs qui avaient très peur d'être un peu marginalisés. Et donc les plus, on va dire, les plus offensifs, en dynamique, ont eu l'idée de proposer en fait aux enseignants et aux universités les deux modèles. Donc on peut publier avec eux, il y a soit des ressources, des open textbooks open ou alors payants. Et les deux modèles marchent parce qu'il s'avère que quand vous avez goûté à quelque chose et que vous voyez la qualité, ensuite ça paraît naturel d'acheter le livre ou d'accéder à cette université. Merci beaucoup. Merci.